mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes ensemble pour 1 heure de temps et en très bonne compagnie. On est en plein mois de mars et qui dit mars dit bien sûr le 8 mars. C'était le mercredi dernier, c'était le mercredi 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et pour cela, votre émission Ma famille, ma vie s'est intéressée tout au long de ce mois à des thèmes inhérents à la femme. Et aujourd'hui, le thème du jour est le suivant: algérienne, l'évolution d'un engagement féminin. La place de la femme dans la société n'a jamais été facile et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir 2 femmes au parcours différents mais qui ont dû s'imposer dans des milieux d'hommes. Alors, avec nous aujourd'hui, Nadia Sepri, vous êtes autrice, romancière, directrice des publications du magazine Livresque et conférencière. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir, je suis très heureuse d'être parmi vous. C'est un plaisir. Avec nous aussi, Hayat Louni, vous êtes chef d'entreprise et instagrammeuse ou créatrice de contenu. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Je vous remercie pour l'invitation. C'est pas la première fois que je viens et c'est toujours un plaisir. On se sent comme à la maison ici. Très bien, le plaisir est partagé en tout cas. Et bien sûr, pour sa rubrique Oui Cher, Wahida Selmchif. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia, comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Alhamdoulilah, je suis très heureuse d'être parmi les Jamilat El Jazair. Oui, c'est exactement ça. Alors, les temps ont changé et les femmes sont de plus en plus présentes dans différents domaines, même ceux qui étaient considérés comme masculins, mais elles doivent encore s'imposer pour être reconnues, n'est-ce pas, Madame Nadia Sepri? Oui, en fait, comme je disais en coulisses, la femme était... avec la colonisation, elle était dans l'enfermement. Oui. Elle n'était pas trop dans l'extérieur. Et mes aînés, quand je dis mes aînés, donc je peux citer Jamila Debesh, Fatma Atmansour, Taoussa Brouch, Assia Djebar, Yamina Meshakra. En fait, toutes ces femmes-là qui ont écrit pendant les années 50, les années pendant la colonisation, hein, parce que c'est des romans qui ont été... en fait, c'est des parcours, hein, puisque j'ai cité Fatma Atmansour, elle a écrit Histoire de ma vie, c'est sorti après l'indépendance. Donc, quand on voit ces femmes, elles ont parlé principalement de tout ce qui est enfermement. Et voilà que l'indépendance est là. Donc, nous venons, nous, après l'indépendance, donc pour ma part, nous avons voulu écrire, non pas comme nos aînés, en fait, l'enfermement, le patriarcat dur, on a voulu écrire un petit peu l'extérieur. Donc, qui dit l'extérieur? Le travail, l'écriture, pour raconter les études, l'extérieur, s'imposer dans la société extérieure. Et en fait, habituer l'homme à l'extérieur, de voir la femme aussi à l'extérieur. Ça, c'est un travail que les romancières ont dû faire. Hein. Assia Djebar, Dieu seul sait qu'elle a écrit beaucoup. Et elle dit toujours, je raconte et l'intérieur et l'extérieur. Moi, je suis venue, donc mon expérience a été les romans dans les années 2000, hein, par rapport à une période un peu très difficile de l'Algérie. Donc, je raconte pas, moi, ces femmes-là qui étaient dans l'enfermement, parce que j'ai pas vécu cela, mais je raconte la femme qui s'impose dans l'usine, dans les entreprises, dans la rue, dans l'extérieur, exister à l'extérieur. Dans l'édition, dans votre domaine aussi? Dans mon domaine, pour ma part, c'est vrai que je suis fondatrice d'un magazine littéraire, hein, le seul en Algérie. Et pour moi, ça a été un petit peu difficile. Dans quel sens? C'est que tous les journaux ont à la tête un directeur de publication. Oui. Et voilà qu'une femme va être directrice de publication d'un magazine qui fait la promotion des livres, de la culture d'une façon aussi générale, parce qu'on raconte des arts plastiques, des romans, des essais, des témoignages, etc. Et Livresque, quand il est venu, le magazine en fait, il a voulu un petit peu... il a voulu rendre le livre accessible à tout le monde. J'avais envie que le livre soit dans des salons de coiffure, chez des amis, dans des sacs, dans des voitures. J'avais envie de rendre le livre accessible à tout le monde parce que on a cette idée de penser que la littérature et le livre, c'est pour l'élite, c'est pour l'université, c'est pour les autres. C'est très difficile de parler de littérature. Alors qu'à l'étranger, on voit que le livre traîne partout. Traîne dans des supérettes, traîne dans des voitures, traîne dans des aéroports, traîne dans des avions, etc. Et mon travail, mon expérience a été cela. Mais pour l'anecdote, un peu là où j'ai envie de rire un petit peu parfois, à chaque fois qu'on reçoit un email ou un coup de fil,
passez-nous le directeur de Livresque. Et j'ai beau corriger un petit peu ces contacts, je leur dis, bon, à la tête, il n'y a pas un directeur de publication, il y a moi-même, hein, si vous me permettez l'existence. Des fois, je ris encore, même aujourd'hui. Et je dis, il n'y a pas de directeur de publication, il y a une directrice de publication. Donc, il y a une femme à la tête de ce magazine et il n'y a pas d'homme. Et les gens marquent un temps d'arrêt pour un petit peu s'habituer. Vous avez dû vous imposer? C'était un challenge? Absolument, oui, absolument. Jusqu'à présent, en fait, Livresque, était dirigé par par un homme, la situation de sa publication, de ses parutions, ne serait pas que sur Internet, il serait sur version papier parce que les hommes sont plus capables de s'imposer que les femmes. Je le dis, par mon expérience, j'ai beau lancer un travail, mais c'est dans le domaine de l'homme et je reste aussi cette femme marginalisée par rapport à ce travail. Mais si c'était un homme qui serait à la tête de cela, il aurait beaucoup plus de facilité. Absolument, absolument, parce que nous sommes dans des réseaux d'hommes, nous sommes dans des lobbies d'hommes, nous sommes dans un fonctionnement de l'homme. Et quand c'est une femme, parce que le soir, moi, je ne suis pas avec mes copains à partager des blagues, je suis chez moi avec mes enfants, avec ma vie de femme aussi, je ne peux pas correspondre un petit peu au profil que les directeurs de publication des journaux peuvent avoir comme facilité, comme rapport de copains et fonctionnement du réseau des copains. Oui, c'est pas toujours évident et pour vous donc aussi. C'est pour ça qu'il y a du retard par rapport à mon travail, il y a des lacunes, il y a des cailloux dans le... Mais vous combattez encore et vous restez debout et vous avancez. Oui, bien sûr, mais il le faut bien. Il faut changer aussi les mentalités. Il faut changer les mentalités parce qu'ailleurs, les femmes sont à la tête de beaucoup de journaux et il faudrait qu'ici aussi, les femmes puissent avoir des facilités par rapport à l'actualité. Oui. Et vous aussi, Madame Louni, dans votre domaine, ça n'a pas été facile, surtout que c'était l'entreprise familiale. À la tête, il y avait votre père, Lahmo, et vous avez dû reprendre le flambeau à un âge très jeune aussi. Moi, j'étais en France. J'étais à la fac, un peu comme tout le monde, et puis mon père est tombé malade. Oui. Lui qui avait créé cette société spécialisée dans le matériel anti-feu, qui porte notre nom d'ailleurs. Et il est tombé malade, il m'a dit tu rentres. Je suis rentrée bien sûr. Et il m'a dit je veux que tu sois la tête de l'entreprise. Écoute, c'est l'entreprise que j'ai créée et je veux que tu y sois et que tu la gères. J'y ai pas trop cru, je lui ai dit papa je crois que tu te trompes là. Hein. Non, il m'a dit tu vas y arriver. Donc j'avais 22 ans, mon père venait de mourir et je me retrouve au bureau, je regarde comme ça, on n'y croit pas trop. Hein. On est impressionné? On est surtout apeuré. D'accord. Terrorisé parce qu'on se dit qu'est-ce que je fais là? Mon père avait 72 ans. C'est vrai que j'ai fait des études de finance d'entreprise. J'ai eu quelques connaissances de management et tout ça. Mais c'est vrai qu'entre la théorie et la réalité, il y a vraiment, ce sont deux mondes différents. Donc finalement, on se dit mais qu'est-ce que je fais? C'est aussi le nom qu'il faut protéger. Puis le nom, parce que mon père était un des pionniers de l'anti-incendie en Algérie, donc on se dit, non, pas seulement ça. Et puis on se dit, si je coule, on coule tous. C'est la société de la famille, il y a ma mère, il y a mes frères et sœurs qui étaient petits. Donc c'est une sacrée responsabilité. Et puis après, j'ai pleuré un peu, et puis je me suis dit, il faut démarrer là. Un manque de respect flagrant de la part de mes collaborateurs, parce que... C'est un milieu d'hommes, un milieu masculin. La sécurité incendie, ce sont des baroudeurs, des chauffeurs-livreurs, vous savez, c'est vraiment comme on dit les mecs dehors, quoi. Hein. Et puis Tahiyat qui arrive de Paris, bonjour l'équipe, il y a un décalage. Puis finalement, on s'habitue et puis je crois que le monde masculin, on a un côté masculin qui prend le dessus. C'est ce qui m'est arrivé. Alors au lieu de lui dire ouais salut alors est-ce que tu peux ça devient, je vais vous dire ça devient on s'habitue à leur langage pour qu'ils nous comprennent. Et puis finalement on se fait respecter par le travail. Quand ils voient qu'une petite jeune de 22 ans est capable de faire quelque chose pour augmenter les ventes, et puis ils aiment bien l'argent aussi, hein, les ventes dit prime, dit évolution, dit pas mal de choses.
Donc finalement on se débrouille bien. On se débrouille bien, ouais. Même dans un monde d'hommes. Et attention, c'est vrai que c'était un monde d'hommes, mais ils ont quand même du respect. Après, on devient comme une famille. Et puis, mes employés me respectent. Moi, d'après l'expérience que j'ai, moi, ils me respectent, ils me protègent même. Ils veulent pas que... C'est comme une famille, voilà. Mais bon, c'est toujours la femme, comme disait Nadia. Et justement, on vous a plus connus depuis la pandémie depuis Instagram et vos vidéos pour les fautes de français. Oui, c'est donc, vrai. justement, le fait de devenir créatrice de contenu, on ne va pas dire Instagrammeuse, mais créatrice de contenu, est-ce que c'était pas on ne vous a pas dit que c'était une mauvaise idée de faire ça parce que par rapport à l'image de la société, ça allait entacher en quelque sorte l'image de la société? En fait, j'avais posé la question à mes abonnés, je leur avais dit, écoutez, on m'a dit, ça fait pas trop sérieux, une chef d'entreprise sur les réseaux. Ce sont des cours de français tout à fait respectables que je fais. C'est un contenu utile. Et puis quelque part, c'est comme un hobby. Vous savez, quand ça fait 20 ans que je gère l'entreprise familiale, j'ai commencé en 99. Et finalement, c'est une petite routine qui s'installe. On connaît bien le domaine, on connaît bien ses clients. Et puis c'est vrai qu'on essaye d'évoluer. Mais des fois, on a envie de changer. Et puis avec Monsieur Coronavirus, là, on s'est retrouvés 1 ou 2 mois sans rien faire, parce que j'avais pas trop l'habitude. Donc j'ai commencé comme ça, mais vraiment tout à fait au hasard. Je donnais des petites infos sur la Covid, des petites infos sur ce qui se passait, on ne connaissait pas du tout. Et puis un jour, j'ai dit, tiens, les amis, on ne dit pas ça, hein. Ça c'est une faute de français, c'est incorrect de dire ça, on fait ça. Ça leur a beaucoup plu, je dis, mais alors vous voulez ça? Ils m'ont dit, on aimerait bien, oui. En fait, c'est une manière discrète d'apprendre et de se corriger. Voilà, parce que quand vous voyez une vidéo passer sur les réseaux, vous n'êtes pas obligé de liker, vous n'êtes pas obligé de dire, ah, j'ai vu, j'ai corrigé, donc voilà, c'est discret, et puis ça passe bien. Et puis voilà, je suis sympathique aussi. Hein? Oui, très bien. Voilà. Voilà, c'est ça aussi. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage, un portrait d'une Instagrammeuse ou d'une créatrice de contenu. Voilà, une créatrice de contenu, une jeune femme. C'est un portrait proposé par Yasmine Belhija et on se retrouve tout de suite après. Une architecte qui construit une image sur les réseaux sociaux. Femme forte, épouse et maman à plein temps. Avec un nouveau défi, créer des contenus à travers les écrans. Neriman, cette maman qui, grâce à sa passion pour la photographie, prend un nouveau challenge, devenir créatrice de contenu. Je suis Instagrammeuse, on va dire créatrice de contenu sur Instagram. Je ne m'identifie pas trop à tout ce qui est influenceuse parce que je pense que l'influence est un mot un petit peu péjoratif. Je suis plus pour la création de contenu. Je suis architecte de formation et ça m'aide énormément à créer du contenu en ce qui concerne la décoration de table, tout ce qui est décoration en général. J'ai commencé parce que j'étais très passionnée par la photographie, tout ce qui est filmmaking. Donc je me suis lancée, je suis autodidacte. J'ai appris sur les différentes plateformes disponibles sur Internet, tout ce qui s'apparente à la photographie et je me suis lancée là-dedans. Suivie par plusieurs centaines de milliers, Neriman arrive à attirer des followers grâce à son contenu dédié spécialement à la femme algérienne. Tourisme, cuisine et des tenues traditionnelles. Une maman qui promeut le patrimoine algérien. J'aime beaucoup tout ce qui s'apparente à l'Algérie, tout ce qui est tradition, que ce soit le patrimoine matériel ou immatériel. Tout ce qui est patrimoine culinaire, tout ce qui est tourisme. J'aime beaucoup me déplacer pour voir les différentes villes algériennes. Et puis j'aime beaucoup mettre en valeur les tenues algériennes. Sur Instagram, il n'y a pas énormément de mamans de 2 enfants actives sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose d'assez nouveau. Et du coup, les personnes qui ont la même tranche d'âge, donc à partir de la trentaine, s'identifient beaucoup à mon profil. Assalam les amis, j'espère que vous allez tous bien. Lyouma, je vous ai fait une recette de baghreb. J'espère qu'elle va vous plaire. Toutes les étapes de la recette seront sur la vidéo et les ingrédients en description. Une nouvelle façon d'être active en société. Partager son mode de vie. De nombreux followers sont attirés par son contenu. Déco, recettes et mode. 3 verres d'eau.
et bien mixer le tout. Oui, j'ai commencé sur Instagram principalement pour le partage en 2015. Donc à l'époque, quand on partageait, c'était vraiment pour l'amour du partage. Le contenu que je fais, donc sur mon fil d'actualité, c'est beaucoup plus dans le lifestyle, dans le culinaire, tout ce qui touche à la femme, la beauté. Mais au niveau des stories et des directs, donc des lives, je suis beaucoup plus dans l'actualité. J'essaie de ramener des professionnels de la santé, des avocats pour parler de tout ce qui touche à la femme, donc des pédiatres pour parler de la santé des enfants ou bien des avocats pour parler des droits de la femme. Quand on aime ce qu'on fait, on ne travaillera plus de notre vie. Pour nous, ça sera vraiment un travail qu'on aime, donc on le fait très facilement. Qu'il faut adopter pour protéger nos enfants. Assalamu les amis, Lyouma, on va parler d'une maladie qui fait fureur en ce moment, les hôpitaux algériens et qui touche nos enfants, c'est la bronchiolite. Beaucoup d'hospitalisations par rapport à ça, donc je vais ramener avec moi un pédiatre sur ce live. Elle a franchi des obstacles en exerçant son métier à domicile, ce qui lui permet de vivre sa passion et surtout d'être une maman présente pour les siens. Aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas un outil justement pour lutter pour les droits de la femme, à votre avis? Il faut se moderniser aujourd'hui. Oui. Moi, je pense que moi, je suis pas dans les Instagram, mais dans le Facebook. Oui. Je sais que Facebook, par exemple, quand on présente une exposition, un débat, les gens se ruent vers cela. Et j'ai eu beaucoup de... Moi, je publie beaucoup sur Facebook, Nadia Sepri. Je publie beaucoup, tout ce qui se passe. Je donne envie de... Voilà. Et vous donnez des rendez-vous et tout ça, c'est vrai que des ça aide, rendez-vous, oui. Par exemple, j'ai fait récemment une conférence, un hommage à une écrivaine, à Tizi Ouzou. Eh ben, il y a eu du monde parce que j'en ai parlé, les gens ont liké, ils ont regretté de ne pas pouvoir être là, puis ils ont voulu savoir comment ça se passe. Mais on a eu la salle archi-comble pour l'hommage à une écrivaine. Ça m'arrive aussi de parler des expositions. Je montre. En tout cas, moi, je publie tout sur Facebook. Instagram, je suis pas encore très. Oui, c'est bien Facebook aussi. Facebook, des communautés différentes. Oui. Absolument. Mais ça marche très très bien. Oui. Et on me dit, on est venu parce qu'on a lu ça sur Facebook. Merci de nous informer sur Facebook. En fait, c'est une plateforme très très. Moi, ce que j'appelle la plateforme bleue. Oui. Elle est très utile pour le monde de la culture, de la littérature, des romanciers, des essayistes, des ventes dédicaces aussi. Et déjà, on n'est pas informé. Les journaux, ça informe, mais on n'est pas tous des lecteurs de journaux. Oui. Mais quand on a, par exemple, moi, surtout quand je publie public. Je publie pas amis restreints, parce que je donne l'information. Parfois, pour tout le monde. Parfois, pour tout le monde. Parfois, je mets même des citations des livres que j'ai lus. J'ai beaucoup des livres en PDF, donc je publie beaucoup sur ces livres pour initier le monde. Et parfois, on me contacte même de l'étranger pour dire « Ah oui, c'était intéressant ». Et on veut débattre aussi d'un livre qui ne se vend pas en Algérie, mais qui se vend ailleurs. Moi, je pense que les réseaux sociaux, oui, c'est une... il faudrait que les écrivains s'y mettent. Parce que faire le timide, non, moi, je ne m'expose pas trop. Il va rester dans son petit coin. Il reste dans son petit coin, et puis il mourra dans son petit coin. Mais je dis toujours aux gens, parlez de vos livres, parlez de vos rencontres, parlez de votre beauté, de votre extérieur, de votre... Montrez votre bagou, votre intérêt à la vie. Et c'est indispensable aujourd'hui. C'est incontournable, en tout cas, pour moi. Oui, les réseaux sociaux, n'est-ce pas, Hayat? C'est pas la même communauté quand on parle de Facebook et d'Instagram. Instagram, ils sont plus jeunes. Voilà. Alors, vous savez que je pense que, à mon humble avis, parce que je suis sur les 3 plateformes, à savoir Facebook, Instagram et TikTok, TikTok, ils sont super jeunes. Oui. Instagram, c'est moyen. Et Facebook, ce sont plus nos aînés. Facebook, c'était nous. À l'époque, on avait commencé avec ça. Moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'Instagram. Et je dois dire que c'est vrai qu'on a l'impression que Facebook, ce sont des gens d'un niveau un peu plus élevé, si on peut dire ça comme ça. Mais bien sûr, ça reste... pas très sûr, mais c'est l'impression que j'ai, sans vouloir parler des autres plateformes. Comme je vous disais, TikTok c'est plus jeune, Insta c'est moyen, mais ce que j'ai envie de dire,
ce n'est pas pour rien que des gens payent des fortunes pour passer sur des réseaux sociaux. C'est-à-dire que la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui est indéniable. Absolument. Quand Nadia dit je fais une publi et je remplis la salle, c'est que derrière il y a tout un business qui peut s'installer grâce au réseau. C'est-à-dire tu remplis des salles, tu vends des livres, tu vends après tout ce qui est boissons, annexes, je ne sais pas ce que ça peut être n'importe quoi. Absolument. Mais c'est pour ça que moi j'encourage vraiment les gens à être sur les réseaux parce que de toutes les façons, il y a quelque chose qui est important. On ne peut pas être aimé par tout le monde, Absolument. mais quand il y a des gens qui s'intéressent à vous, ils restent et ils sont fidèles. Et c'est ce qui crée justement votre communauté. D'accord. Moi, tu as des gens qui n'aiment pas le français, qui viennent, qui m'écrivent, mais on s'en fout de ton français là, et qui passent leur chemin. Puis tu as des gens qui me disent, non, ça nous intéresse, vraiment, Absolument. on apprend tous les jours, on aime bien. Donc c'est un outil comme qui ça, pourrait être voilà. très très utile. Alors quels sont les obstacles auxquels sont confrontées les femmes en général dans vos domaines respectifs? Oui. Écoutez, pour un magazine littéraire que je dirige, il faut un financement, il faut des annonceurs, il faut de la publicité. Et la publicité, je vous ai dit, le réseau, il est pour les hommes. C'est les hommes qui sont capables d'avoir des copains, et les femmes, quand elles veulent proposer leur travail, parce que le travail est là. Moi, j'ai fait des interviews avec des Américains, des Anglais, des Chinois. Vous savez, quand vous avez, par exemple, un Japonais qui vous envoie, un Japonais ou un Chinois qui parle un peu français ou qui parle anglais, il vous envoie son livre pour être dans la promotion d'un magazine algérien. Vous vous dites, waouh, quand même, j'ai ciblé. Et puis, nous avons le Salon du Livre à Alger, le SILA. À chaque fois, le SILA met un pays à l'hommage, en fait, rend hommage au pays à l'honneur, comme on dit. Mon magazine va faire la promotion des auteurs d'un pays. Je peux vous donner par exemple l'exemple des Américains, quand les États-Unis étaient pays à l'honneur. Donc, nous avons fait un travail avec tous ces écrivains américains. Les écrivains américains, ils étaient fascinés par le Salon du Livre algérien. Ils étaient fascinés par l'engouement de la littérature des Algériens. Ils étaient impressionnés. Alors, vous savez très bien ce que ça représente, la littérature pour les Américains, que ce soit les films ou les... Ça, c'est un exemple. Ou alors, parfois, des Italiens, comme l'année passée, par exemple. Il y a eu l'Italie à l'honneur. Donc, nous avons interviewé pas mal d'écrivains italiens. Ils étaient un petit peu... En fait, l'Algérie a besoin de s'exhiber vers l'extérieur. Et nous sommes là pour lui donner cette possibilité de s'exhiber par nos travaux. Mais seulement quand... pour exister, il faut aussi le financement. Mais le financement, je vous ai dit, il est dans un réseau d'hommes. Pour être financé par la publicité, pour votre journal, il faut être un homme pour correspondre à ça. Et ça, c'est depuis 2008, 2009. À ce jour, j'ai vécu cela. Et à la fin, c'est usant. C'est usant. C'est déprimant parfois. Mais comme elle a dit, Hayat, par le travail, par l'écho que votre travail donne, écoutez, vous êtes revigoré à chaque fois. Vous êtes un petit peu, vous avez une force qui vous vient, et puis vous continuez. Parce que les écrivains du monde s'intéressent à votre travail. Et les annonceurs, malheureusement, pas trop dans la culture, mais vous avez des écrivains, que ce soit des débutants. Je peux vous parler d'un écrivain de 20 ans, comme je peux parler d'un écrivain qui est mort récemment. Parce que nous avons les abonnés aussi à travers le monde, quand ils recevaient le travail algérien. Donc c'est une fenêtre de l'Algérie vers l'extérieur. Mais vous avez aussi organisé pas mal d'événements. Absolument. Vous avez aussi créé le FIRA, le Forum international du roman Algérie. Mais quel challenge celui-là. Oui, ça n'a pas été facile pour une femme. Mais surtout. Quel challenge. Alors non seulement vous avez 70 écrivains, vous avez des partenaires anglophones, germanophones, hispanophones, arabophones, arabophones c'est nous quoi, amazirophones et francophones. Nous avons tout ça avec 70 écrivains dans plusieurs lieux en même temps. Disons, si ça se passe à la Bibliothèque nationale, ça va se passer aussi par exemple à la Galerie Bénia. Ça va et se être passer à la tête de tout ça, ça n'a pas été facile pour vous, ça n'a pas été évident. Attendez. Mais est-ce qu'on vous a cru quand vous avez... Moi, quand je termine cela, je m'isole dans ma chambre noire, je ferme tout.
Oui. Je ferme les téléphones, je ferme tout. Il faut que je fasse de la méditation. La méditation, mais vraiment, après je ressors pour un petit peu répondre aux intervieweurs ou à des gens qui veulent comprendre. Vous avez besoin d'un moment, d'un temps de, Oui. de solitude, de reprendre vos idées, vous aussi? Oui. Dans Pas votre autant, entreprise, non. quand il y a des autant. challenges, voilà. Pas autant. challenge. Moi, je me suis habituée. La pression, j'arrive à accuser, enfin, comment vous dire, à supporter la pression. Avec l'âge, vous savez, à 22 ans, avec tout ce qui m'est arrivé. À 22 ans, je pense qu'on supporte assez bien, non? Oui, mais j'ai fini par prendre l'habitude, vous savez. Et c'est quand il y a un surplus que là, ça devient dérangeant. Puis c'est vrai qu'il faut faire du sport. Alors regardez, Nadia, c'est de la méditation. Moi, j'essaye de courir régulièrement parce que c'est important. Hein, vous savez, si vous faites pas de sport ou qu'il n'y ait pas quelque chose qui vous fasse, je veux dire, redescendre la pression, vous pouvez vite perdre les pédales quand il y a des événements comme ceux-ci ou quand il y a des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. À l'occasion du deuxième forum du FIRA, vous avez organisé une rencontre autour de la représentation de la femme dans la littérature algérienne. Oui. Vous parlez beaucoup de femmes dans vos ouvrages, vous militez pour la femme, on peut le dire. En fait, quand on pose la question aux libraires, ils vous disent « les femmes écrivent moins ». Moi, par rapport à mon travail, je vois que les femmes écrivent plus que les hommes. Et en même temps, on n'est pas dans ce classement qui écrit plus, mais la femme, elle est engagée dans l'écriture. En fait, l'acte d'écrire est un engagement. Parfois par des causes, hein. Il y a des causes sur le féminisme, contre les idéologies un petit peu parfois aliénantes, etc. Parfois, elle a une cause, la femme. Mais parfois, non. Parfois, c'est écrire la femme, c'est écrire sa liberté, sa façon de penser, sa façon de s'habiller, sa façon d'aimer, sa façon de désirer, sa façon aussi d'exister. Donc la femme, oui, c'est un sujet incontournable. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois, la femme, l'écriture féministe, c'est un peu has-been, c'est un peu dépassé, c'est un peu désuet. Mais par contre, l'écriture novatrice pour que les genres existent, que ce soit l'homme ou la femme, parce que vous savez, ça arrive qu'un homme écrive avec une sensibilité féminine plus que la femme elle-même. Et ça arrive qu'une femme soit tellement masculine qu'elle va écrire, mais vraiment avec ses gros sabots. Donc on ne fait pas la différence qui a écrit quoi. Donc là, c'est la création, c'est la créativité aussi. Ça dépasse qui écrit plus ou qui écrit le moins. Et là, c'est un débat que je vais animer prochainement aussi dans une autre ville. Et parce qu'on me dit, oui, la femme écrit de moins en moins. Moi, je ne suis pas d'accord, elle écrit. Peut-être elle publie de moins en moins. Oui, je suis d'accord avec vous. Et pourquoi les éditeurs sont frileux pour publier. Pour publier des femmes ou pour publier tout court? Pour publier tout court. On a vécu la crise du Covid et la crise du Covid, je crois qu'elle a mis les éditeurs un peu à genoux. Et donc, et c'est pour ça que je vous ai dit, moi, par le travail du magazine, j'ai envie de faire la promotion, la surpromotion des auteurs et des ouvrages. Et surtout des autrices. Vous faites aussi la promotion des autrices femmes. Absolument. Quand je dis auteur aussi, je mets le E. Hein. Ça arrive de dire autrice et auteur avec E. Mais c'est vrai que je les... elles sont mes copines. On se complète, les femmes. On se comprend. On se comprend. Et puis, les autrices ou les auteurs avec eux, elles sont malheureuses quand elles voient un magazine avec un travail, avec un élan surhumain. Et après, parce qu'on n'est pas homme, il avance pas trop. Elles sont malheureuses. Combien de fois des autrices ont dénoncé cela? On dit, mais pardi, on a besoin de cette plateforme qui est ce magazine parce que c'est une vitrine après tout. C'est une vitrine de la littérature algérienne, c'est une vitrine de la culture algérienne, c'est une vitrine de l'Algérie tout court. Je vous ai dit, quand vous avez un Japonais ou un Chinois qui vous envoie un livre pour faire la promotion sur un magazine algérien, vous dites oui, c'est ça le pari après tout. Donc c'est un horizon prometteur pour le pays et c'est des expressions comme ça qui vont former un peu l'émancipation de ce pays. Alors quelle est aujourd'hui la place des écrivaines ou des poétesses algériennes dans le monde de la littérature algérienne? J'adore votre question. Vous savez pourquoi j'adore votre question? Elle est vraiment pertinente
Et c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, c'est que les Assia Djebar, les Jamila Debesh, les Taous Samrouch, les Yamina Meshakra, en fait j'ai cité peut-être tous ces écrivains, elles ne sont plus de ce monde, hein. On leur a fait de la publicité parce qu'elles ont publié à l'étranger. Mais vous avez les mêmes, les Jamilettes, elle disait, vous disiez tout à l'heure les Jamilettes. Moi je dis les Assia Djebar, les Taous Samrouch, les Jamila Debesh et les Yamina Meshakra, elles sont là, elles sont vivantes. Leurs livres sont là, elles ont publié. Mais par manque de promotion, on ne les voit pas trop. Ou alors on attend à ce qu'elles ne soient plus de ce monde pour leur rendre hommage. C'est ce manque de promotion, moi, qui me désole. C'est pour ça que je vous ai dit, oui, on a des Jamilettes en écriture, on a des Assia Djebar en écriture qui peuvent avoir 30 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, mais elles sont là. Seulement, cette force de promotion ne s'opère pas chez nous, pas assez. Et vous êtes là pour y remédier? Pas assez aussi. Et vous êtes aussi là parce que c'est la télé, c'est la radio, c'est les journaux, mais aussi les réseaux sociaux. Oui. Donc c'est pas assez. On a besoin un petit peu. C'est pour ça que je vous ai dit aussi que le magazine que je dirige, j'ai envie qu'il traîne partout et que ça soit une facilité qu'il existe aussi en version papier, pas en version internet, et qu'il puisse faire la promotion de toutes ces femmes qui écrivent la femme algérienne aussi émancipée, parce qu'aujourd'hui elle occupe des postes intéressants. Elle peut être femme politique, femme médecin, femme chercheur, femme militaire, femme dans l'usine, femme dans un salon de coiffure, femme dans un salon de thé, chauffeur de taxi, chauffeur de camion, etc. Mais il faut les sortir et faire leur promotion. Exactement. Et tout de suite, dans la rubrique de Wahida Salim Cherif, nous allons parler de ces Jamilettes, justement, juste après ceci. Exactement, ce serait une bonne idée. On parlait de capsules littéraires parce qu'il y avait le jingle, donc on n'entendait pas. On parlait de capsules parce que j'étais en train d'écouter et d'analyser ce que disait Nadia. Et en fait, c'est vrai qu'il faut suivre son temps, finalement. On doit évoluer. À l'époque, les gens avaient leurs livres à la maison. Aujourd'hui, ils ont ça. Le téléphone. Et ce sont des petites vidéos, des petites capsules très courtes qui passent, alors avec des petits extraits littéraires. Ça nous permettrait à nous... C'est vrai de ne pas lire le livre complet peut-être, ou alors celui qui veut, sous une autre version, parce que maintenant, voilà, il y a les e-books, les fameux e-books. Et puis, pour donner envie, moi je pense que des petites capsules littéraires, ça serait extraordinaire. Et puis, les gens ça nous cultiverait finalement. Absolument. Et pourquoi pas un travail ensemble? Ah ben moi avec plaisir. Avec plaisir. Je l'ai dit hier. Avec l'énergie, j'ai dit à Nadia hier. J'ai dit. C'est vraiment cette énergie-là. Elle est vraiment dans un apport, un apport culturel, dans un apport sociétal et de société. On a besoin de cela. On a vraiment besoin de cela. Plaisir. Et je disais pour nos livres, par exemple, algériens. J'étais membre du jury du prix Les Escales littéraires. Quand on primait, comme j'étais membre du jury, donc je favorisais beaucoup, pardonnez-moi si on m'écoute, je favorisais toujours à la femme, mes copines, donc sur l'homme, c'est comme ça, l'homme il a existé à travers l'histoire, il est là, il est le grand chasseur de la grande force aussi de l'humanité. Donc je favorisais beaucoup la femme, et quand la femme recevait un prix littéraire, c'est pareil pour le prix Assia Djebar ou Yamina Meshakra, et ben il y a la promotion sur l'ouvrage. On peut ne pas être d'accord sur l'ouvrage parce que bon, il est pas toujours. C'est une façon de donner plus de visibilité à l'ouvrage, plus de visibilité à l'écrivaine. Lui injecter un effet de promotion et il se vendra et les gens aiment ou n'aiment pas, mais ils l'ont là. Et le livre aussi, mon Dieu, on l'offre. À l'étranger, on offre un livre. Il faut Chez penser nous, à on offrir n'offre des livres. pas des livres. Pour le 8 mars. Enfin, maintenant c'est passé, mais on est encore dans le mois de mars. Donc pour le 8 mars, au lieu d'offrir une fleur, pensez à offrir un livre. Absolument. Tout au long de l'année, ça peut toujours nous faire plaisir. Exactement.
c'est très important. On va passer à la rubrique Wahida. On t'a fait attendre un petit peu. C'est pas grave. En fait, on est tellement envoûtés par ce qu'on est en train d'écouter aujourd'hui. Et moi, personnellement, je me nourris de leur expérience pour essayer d'avancer, d'évoluer dans ma vie. Alors, aujourd'hui, je souhaite rendre hommage aux Jamilat el-Jazair. Donc, Jamila signifie dans la langue arabe belle, rayonnante. Et les Jamilat de l'Algérie étaient belles, rayonnantes, comme les rayons du soleil de l'indépendance de notre belle Algérie en temps de guerre. Donc, j'aimerais qu'on se rappelle du trio Jamila Bouharid, Jamila Bouazza, Jamila Boupacha. Elles étaient belles, jeunes, mais surtout très intelligentes et très engagées. Elles avaient joué un rôle très important lors de la lutte pour l'indépendance de notre Algérie. Elles ont participé activement à la révolution aux côtés des hommes en menant des actions de résistance, en apportant leur soutien. Elles ont également contribué à la diffusion des idées nationalistes de la culture algérienne. Elles partaient partout dans les petits villages pour un peu donner, sensibiliser les habitants algériens, leur informer, leur dire ce qui est en train de se passer réellement. Mais surtout, elles étaient poseuses de bombes. Qui aurait osé le faire à l'époque? Voilà. Oui. Ces femmes extraordinaires ont surmonté des obstacles insurmontables pour défendre notre pays et leur peuple contre l'oppression coloniale. Je vois beaucoup d'émotions. Oui, ça nous donne la chair de poule, sincèrement, oui, ça nous donne réellement la chair de poule. Exactement. Jeanne est très très belle physiquement. C'est ce qui m'a captée lorsque j'étais en train de préparer la rubrique. Elles étaient confrontées à la torture, à la détention et à la mort. Elles ont refusé de céder à la peur et à l'intimidation. Au lieu de cela, elles ont puisé leur force dans leur amour pour leur patrie. Donc, et leur détermination à voir leur pays libre et souverain. Absolument. Donc, des Jamilettes étaient nombreuses à contribuer à la lutte pour l'indépendance de notre Algérie par leur immense sacrifice. Donc, on n'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure, il y a des Jamilettes un peu partout. Je vais vous citer Hassiba bin Bouali, Zohra Darif, Samia Al-Khdari, Fatoma Ouzgan, Nefissa Hamoud et plein d'autres Jamilettes qui ont contribué à notre histoire d'aujourd'hui. Nous sommes profondément reconnaissants pour leur héritage et leur exemple, et nous nous engageons à perpétuer leur mémoire en poursuivant leur combat. Aujourd'hui, nous saluons leur mémoire et leur détermination et nous promettons de poursuivre leur combat avec autant de courage et de persévérance qu'elles ont pu le faire. Que leur courage et leur détermination nous inspirent à être à la hauteur de leur héritage pour que chaque femme puisse s'affirmer et contribuer à la construction de notre belle Algérie. Voilà. Merci Wahida. Merci. C'est très beau. Exactement. C'est très beau et j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est qu'il y avait à cette époque beaucoup de femmes poètes qui ont écrit pour l'indépendance. Elles ont hurlé à partir des prisons. Exactement. On a par exemple l'exemple Anna Greki. Anna Greki, ou alors Nadia Gendouz, on a des noms comme ça. Je suis en train de faire un travail sur toutes ces femmes qui ont écrit à une période et qui se sont retirées. Et je me dis, c'est un gâchis qu'elles se retirent comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu assez de promotion? Est-ce qu'elles n'ont pas été inspirées? Donc je suis en train de travailler sur un essai pour ressortir tous ces noms qui ont disparu. Vous pouvez trouver par exemple une poétesse qui a fait un poème qui a bien marqué, qui a marqué l'histoire aussi du pays. Et puis elles sont parties. Elles se sont retirées. Et là je me dis, pourquoi toutes ces femmes se retirent comme ça? Elles écrivent un poème, elles écrivent un petit roman, un petit vécu, et elles se retirent. Qu'est-ce qui s'est passé Là, vous avez raison, parce que vous avez soulevé la question de tout à l'heure. Est-ce que les femmes écrivent plus que l'homme? Est-ce que la femme continue à écrire? Est-ce qu'elle est effacée ou elle est présente? Eh bien oui, il y a eu tout, à partir des Jamila Boupacha. Quand on voit aussi Jamila Boupacha, on a Gisèle Halimi. Et Gisèle Halimi, mon Dieu, quelle plume, quel combat, quelle cause pour le... Elles ont utilisé l'écriture justement pour combattre à leur manière, mais aussi pour faire véhiculer des messages. Absolument. Parce que souvent, il faut savoir que les Algériens n'étaient pas au courant de ce qui se passait dans les grandes villes. Il fallait transmettre ces messages à travers des poèmes, des chants patriotiques qui étaient très beaux à partager. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup d'écrits qu'on a perdus à travers notre histoire et on se demande où ils sont passés ou qui les a écrits. Parce qu'on va les récupérer. C'est possible de les récupérer. C'est vrai, parce qu'il y avait une Française, j'ai oublié son nom, elle a fait un recueil de textes et de poèmes de toutes ces combattantes qui ont hurlé l'Algérie indépendante, qui ont hurlé, mais du plus profond d'elles-mêmes,
cette indépendance tant souhaitée, tant espérée. Et puis ces poèmes-là ont disparu. J'ai oublié son nom, cette Française. Et je suis en train de faire des recherches à travers les bibliothèques, à travers beaucoup de livres qui n'existent plus, qui peuvent exister dans les bibliothèques, mais qui ne sont pas en vente, pour un peu ressortir toutes ces voix. Là, vous avez raison de dire, je suis dans le féminin, la curiosité féminine, sensibilité féminine, je ne sais pas comment l'appeler. Mais en tout cas, je suis en train de ressortir ces toujours, depuis toujours, la femme a été aux côtés des hommes depuis notre histoire. En fait, après, même s'il y a des petits changements, on évolue, mais on est toujours à côté de l'homme, même si parfois les postes évoluent, même si il y a une certaine évolution par rapport hommes et femmes, mais on est toujours l'un à côté de l'autre et on essaie toujours les accompagne, bien Exactement, on les accompagne tout comme eux, ils nous accompagnent, on essaie d'évoluer tous ensemble. Absolument. Ça, c'est ce qui est beau aussi. Ils font partie de notre entourage et la famille aussi fait partie de l'entourage. Est-ce que la famille, justement, vous a aidé ça a été, on va dire, un pilier pour vous? Oui, Eldouni. Évidemment, Hayat, oui. Évidemment. Ça a été, il y a des moments, c'est pas toujours rose, on déprime, on est fatigué, on se sent pas forcément à la hauteur. Et puis la famille est là pour nous soutenir, évidemment. Moi, ça a été un pilier pour moi, à ce jour d'ailleurs. Oui, la famille, c'est indéniable. N'est-ce pas, Nadia? Oui, moi je pense que quand il y a une voix qui émerge de la famille, elle ne peut avoir que le soutien des siens. Oui. Mais en tout cas, pour mon premier roman, j'avais fait une prose poétique, mais très osée, un amour silencieux. Et je voulais prendre le nom de mon père, donc mon papa, c'est assez pris. Et j'ai été lui dire, j'ai dit, écoute, j'ai écrit un roman, je mets quel nom? Marie, oui, mais bon, j'ai pas envie de mettre le nom du mari dans mon œuvre, mais je vais être... Il m'a dit, mais c'est une fierté, ma fille. Je m'attendais pas à ça. J'ai dit, mais j'ose tout écrire, tout, mais tu sais, je vais pas m'auto-censurer, parce que moi, je suis très libre quand j'écris, je suis dans la plume intimiste. Oui. Et quand je suis dans la plume intimiste, je m'inspire des autres vécus, celui de ma mère, de mes grands-mères, puisque j'ai eu une grand-mère lettrée et une grand-mère illettrée, et elles sont extraordinaires toutes les deux. La lettrée était, mais vraiment, elle lisait tout ce qui lui tombait entre les mains, et l'illettrée, elle avait une leçon de la vie, mais extraordinaire. Donc j'ai eu deux grands-mères extraordinaires et magnifiques. Donc, je m'inspire aussi du vécu de ces femmes, de mes proches, des pleureuses, parce qu'il n'y a pas, comme elle dit Assia Djebar, les pleureuses d'avant, mais on est encore des pleureuses. Et je donne le ton de ces femmes. Oui. Donc, quelque part, c'est autobiographique, finalement. Alors, oui. L'écriture, Hayat, vous savez, c'est... elle ne peut que être autobiographique. C'est ça, on s'inspire. Absolument. On s'inspire de ce qu'on a vécu. Si c'est pas votre vécu, c'est une mère, une grand-mère, une sœur, une voisine, la meilleure amie, la meilleure confidente. On a été témoin de la vie de quelqu'un d'autre. Moi, je me souviens quand j'ai écrit, par exemple, le personnage de Racha dans Les sanglots de Césarée. Alors souvent je mets la femme illettrée, c'est dingue, je viens de parler de mes dans mes personnages toujours, je prends la femme qui est dans l'enfermement et la femme qui est dans l'extérieur. Donc la femme lettrée qui va rencontrer un autre modèle de vie et la femme qui est enfermée encore parce qu'il y a un peu le patriarcat qui pèse sur elle. Et j'avais créé un personnage dans le roman Les sanglots de Césarée. Je crée deux personnages, donc il y a Lina et Racha. Et Racha, elle va connaître vraiment des injustices. Et je me souviens, je me suis inspirée d'une femme qui m'a raconté sa vie. À l'époque, je devais avoir une femme qui m'aidait à la maison. Donc elle rentre, elle veut du travail. Elle n'a pas fait d'études. Elle veut travailler un petit peu dans les tâches ménagères. Elle me raconte un petit peu sa vie. Et elle me racontait, moi je rentrais dans mon fauteuil, tellement que j'étais... Et quand elle est sortie, j'ai pleuré un bon coup. Je commençais à l'écrire. Et c'est mon personnage de Racha. Comment elle a vécu cette Racha. Mais bien sûr, je montre toujours l'héroïne. Elle va un petit peu reprendre le poil de la bête et elle va un petit peu affronter les affres des injustices. Et mon personnage Racha des sanglots de Césarée, c'est un peu le vécu de cette femme. C'est l'impuissance. Moi, je ne supporte pas l'impuissance de quelqu'un. L'emprisonnement des actes, l'emprisonnement de la pensée, l'emprisonnement... Moi, je suis quelqu'un de très libre. Et l'écriture, c'est l'engagement de la liberté, surtout. Et quelle est la figure féminine qui vous a le plus inspiré? Qui vous a... Oui, Hayat?
Bizarrement, j'ai pas de figure féminine. Moi, ça a été mon père, mon exemple de. Je ne peux pas vous dire. Ça a été mon père dans toute ma vie. Laissez-moi réfléchir pour la figure féminine, mais moi, c'est votre père justement qui vous a mon donné meilleur ami et c'est lui qui m'a. Et je crois que c'est pas une femme qui m'a encouragée, c'est mon père. Et ça peut être un père ou une mère. Quand quelqu'un réussit, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui lui a dit tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Et je crois que c'est ce qui fait avancer et qui fait tenir. Ça aide. Oui. Moi, c'est mon père, que voulez-vous. On parle des femmes, là, mais moi, ça a été mon père. Bien sûr, ça peut être le père, ça peut être un homme. Oui. Moi, je pense l'héroïne de ma vie, c'est ma grand-mère. C'est une lionne. Elle a son mari, par exemple. Moi, je raconte aussi la grotte de Tim Lewin quand il y a eu le ratissage dans la région du Soumam à la période coloniale. Ce qu'a subi mon père et ma grand-mère et toute la famille qui fuyait parce qu'il y a eu un ratissage. Et ma grand-mère, comment elle était audacieuse, forte, libre dans sa façon de penser pour fuir de la Kabylie vers Alger. Et de quelle façon elle fuyait, cette femme, avec des bébés en bas âge. Et mon père qui était soutien de famille, donc il était en prison parce qu'il était dans la grotte de Tim Lewin. Ensuite il a été embarqué en prison. Cette étape de la vie, je reste fascinée par une grand-mère qui n'a jamais fait d'études, mais qui a fonctionné mieux que quelqu'un qui a fait les meilleures universités du monde. Comment elle a combiné pour arriver à sauver sa famille, à sauver sa peau et à s'imposer à Alger ensuite. C'est d'une force extraordinaire. J'ai eu l'autre grand-mère aussi, l'algéroise, la femme lettrée, la femme très pure et dure et dominatrice aussi, hein, parce qu'elle faisait circuler les armes avec les moudjahidines. Celle-là, c'est la lettrée. Donc j'ai toujours, hein, même dans mes écrits, vous allez trouver l'illettrée et la lettrée. Les deux grand-mères. Et je suis mes deux grand-mères, mais quelle chance d'avoir eu des grand-mères comme les miennes. Voilà. Je crois qu'elles m'ont forgée. Mes grand-mères m'ont plus forgée que ma mère. Parce que ma mère était que amour. Elle ne pouvait rien me donner, elle donnait que l'amour. Tout était entier avec elle. Mais mes grand-mères, c'était des exemples de vie. C'était la force, elles étaient féroces. Et il ne faut pas penser que nos aïeules, c'était les petites qui attendaient qu'on leur amenait une bouchée de pain. En Kabylie, vous savez, la femme, c'était celle qui allait à la cueillette des olives, c'était elle qui gérait le foyer. Ce sont quand même des sacrés... Mais je parle de la période de guerre. Comment elles ont fonctionné, comment elles ont été rusées, audacieuses, fortes. Même si elles ne sont pas dans les noms comme les Jamilettes, mais on les voit en coulisses aussi, d'autres Jamilettes. Parce que vous avez soulevé les Jamilettes, moi j'ai soulevé aussi les Anagriki, toutes ces femmes qui sortaient, qui étaient dans l'extérieur et les autres qui étaient dans l'enfermement, donc l'extérieur et l'intérieur. Mais ces femmes de l'intérieur aussi, elles ont agi comme des... J'ai un exemple aussi d'une autre Taous... de Ait Hisham, du village Ait Hisham. Je l'avais interviewée un jour et elle m'a raconté comment elle était l'écrivaine qui écrivait des lettres d'amour aux maris qui étaient émigrés, qui gagnaient leur croûte, et comment quand la femme s'énervait, elle pouvait faire une dispute et l'autre elle faisait des déclarations d'amour, donc elle montait et elle disait combien elle aimait son mari lui manquait, donc elle c'était pour arranger, pour l'appeler cette femme était extraordinaire, elle était accoucheuse, elle était la femme qui pouvait écrire des lettres à des femmes qui ne partaient pas à l'école, et mon Dieu, aujourd'hui quand on voit toutes ces femmes algériennes qui font des études. Ces héroïnes, on se dit, waouh. Il faut s'inspirer de ces héroïnes, justement, pour la nouvelle génération. Il faut revenir toujours aux sources. Et ces femmes-là sont des sources. Parce que raconter des histoires d'amour alors que la femme, elle est en colère parce qu'elle n'a pas reçu la pension de son mari, elle est oubliée par son mari, probablement, on connaît un petit peu les histoires comme ça. Et elle va faire des déclarations d'amour, elle va faire accoucher aussi des femmes, elle raconte un petit peu les affres de la colonisation, ce qu'elle subissait ces femmes, et qu'elle a été sans rôle. Moi, je reste fascinée par ses aïeuls. Je reste vraiment fascinée. Et à chaque fois, je me dis, c'est difficile pour la femme d'aujourd'hui. Je me dis, non, mais pas autant que ces femmes d'antan. Pas autant. Et c'est justement si vous aviez quelque chose à dire aux femmes d'aujourd'hui, quel est le message que vous voudriez faire passer aux femmes d'aujourd'hui qui combattent pour leurs droits, de prendre exemple sur les héroïnes algériennes? Les aïeuls.
les aïeuls. On trouve même le livre de Germaine Tillon, Le harem et le cousin. Moi, je le conseille à tout le monde de le lire, Le harem et le cousin. Ça parle un petit peu de ces tribus, la femme, comment elle se mariait avec son cousin et comment Germaine Tillon pouvait voir cela. D'ailleurs, Germaine Tillon, elle est évoquée dans le discours de l'Académie française d'Assia Djebar. Elle est évoquée, Germaine Tillon. Germaine Tillon, c'est un exemple magnifique pour nous aussi, ce qu'elle raconte des femmes des tribus, des femmes qui se marient avec leurs cousins. Et en fait, moi, je pense que on a gagné beaucoup de terrain. On a gagné. On a vraiment gagné. Nous avons gagné. Nous sommes là. Nous sommes imposés. Et il ne faut pas se fatiguer pour des produits. Il faut s'imposer. Moi, en tout cas, pour ma part, pour ce qui est le magazine, je m'imposerai jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de ma vie. Et les réseaux, on a dit, Nadia, hein? Oui, Hayat. Hein? Ça marche. À partir d'aujourd'hui, vous allez nous voir. Voilà. Non, et puis surtout, il faut avoir confiance en soi. C'est très important. On passe notre temps à entendre, ouais, la femme c'est, ma tqderch, ma dirch, ma tarch. Eh ben non, ta'araf, il faut avoir confiance en soi, ne pas abandonner, s'imposer. Elle est intelligente, la femme algérienne. Ah oui, c'est Elle est clair. intelligente, la femme algérienne. C'est les messages que vous passez à vos enfants, attention. à vos filles, par exemple. C'est les messages que vous passez à votre fille. Moi, ma fille, je lui dis qu'il ne faut jamais abandonner, qu'il faut avoir confiance en soi, et puis que tu es la meilleure, si tu me vois. Oui. Moi, ma fille, elle me dit, maman, tu es mon exemple, et ma mère aussi était un exemple pour elle. Je crois que la mère, elle donne beaucoup d'amour, mais la femme, elle a l'intelligence aussi de prendre de l'amour de sa mère, mais d'occuper les espaces à l'extérieur. Quand je dis occuper, c'est dans sa fonction, c'est dans son rôle aussi à l'extérieur, parce qu'elle est brillante. Quand elle rentre dans des rôles, par exemple, journaliste, animatrice, etc., elles sont brillantes, les femmes algériennes. Elles ont du talent. Donc, moi, je crois beaucoup que la force se fait. Et puis, il y a l'homme aussi derrière, parce qu'il ne faut pas l'accabler comme quelqu'un qui n'est pas là. On n'est pas là pour accuser l'homme. Il est en coulisses. Il est en coulisses, parfois, l'homme. Moi, je peux parler de mon père, de mes frères, de mon mari, de mon fils. Ils sont là aussi, les hommes. Attention, il ne faut pas croire. Il peut être là à aider, à soutenir. Ils sont en coulisses. Ils sont en coulisses et ils aiment bien booster le talent de la femme, même s'ils le montrent d'une façon gauche, souvent par rapport à ce passé aussi qui est pesant, par rapport à cette introspection que nous avons, elle est un petit peu, nous sommes encore dans l'enfermement. On n'aime pas trop laisser libre cours à nos pensées les plus profondes. Et l'homme algérien est pudique. Autant il aime sa femme, autant il lui dit pas. Autant il la désire, autant il le dit pas. Et dans nos écrits, on dit tout cela. L'homme est là, il est empli d'amour et d'affection. Et quand il y a quelque chose qui fonctionne pas avec la femme, peut-être il va agir par domination, il est gauche, parce qu'il va se faire du mal plus qu'à la victime qu'il pense la toucher. Mais je pense que l'homme algérien aussi, il est féministe. Il est féministe et je crois en lui. Tout à fait d'accord. Oui. Mon père, quand j'étais jeune, il me disait, tu vas faire ça, tu vas y arriver. Tu faisais... Tout ça, je vous disais, vous me parliez d'une femme. Mais moi, c'est mon père qui m'a poussée. Il voulait que je sois une femme qui se batte dans la société algérienne. Oui, le mien aussi. Mon papa adorait, mon père adorait, oui. Je pense qu'il était derrière moi. Oui. Merci, mesdames. Merci à vous. Merci. Merci pour ce moment. Il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui. Alors, je rappelle, Nabila Sipri, vous êtes autrice, romancière. Nadia, pardon. C'est l'émotion, je pense, parce que là, oui, il y a beaucoup d'émotions en ce moment. Merci. Vous êtes autrice, romancière, directrice de publication d'un magazine littéraire et conférencière. Merci d'avoir participé. Merci mille fois pour cet instant. Merci. Hayat Louni, vous êtes chef d'entreprise et créatrice de contenu. Voilà. Merci pour votre participation. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Le plaisir est toujours partagé. Et Wahida Selmchrif, plein d'émotions aujourd'hui. Pour les Jamilettes. Oui, pour les Jamilettes, on va dire à toutes les Jamilettes qui nous regardent, réveillez la Jamila qui est à l'intérieur de vous. Exactement. Exactement. C'est magnifique. Oui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée. Offrez des livres. Voilà. On va regarder ça. Offrez des livres. Oui. Voilà. Bonne journée. Voilà.